L'ancien président de la République, Mark Ravalomanana, et actuel chef de l'opposition, s'est voulu une nouvelle fois le modèle pour la lutte contre la propagation du coronavirus. Accompagné de son épouse, il s'est fait vacciner à Anjar en milieu de semaine. Le couple Ravalomanana a ainsi obtenu la 3e dose du vaccin anti-Covid après les 2 doses injectées l'année dernière. L'ancien président a incité la population à se faire vacciner afin de limiter les conséquences néfastes de la propagation du Covid-19 à travers le pays. Pour le moment, Madagascar n'est parvenu à vacciner que moins de 3% de sa population, un taux de vaccination parmi les plus faibles dans le monde. Pourtant, on a déjà pu mesurer les effets bénéfiques de la campagne de vaccination anti-Covid à l'occasion de la 3e vague de l'épidémie, encore en cours actuellement. Depuis le début, les médecins ont fait remarquer que 90% des malades hospitalisés étaient des non-vaccinés. Le nombre des malades hospitalisés a également diminué par rapport à la 2e vague grâce à la vaccination. Il est cependant étonnant de constater que les autorités ne se font jamais donner les moyens de mener une véritable campagne de sensibilisation en faveur d'une vaccination de masse. 18 janvier 2018, 18 janvier 2022, 3 années passées au pouvoir pour André Rajoelina et son équipe. Un nouveau mandat après 5 années déjà passées à diriger Madagascar durant une période de transition qui s'apparentait déjà à un mandat entier après le coup d'État de 2009. Des acteurs politiques ont tenu à attirer l'attention de tous sur ces 8 années de gloire personnelle pour l'actuel président de la République, mais qui représentent 8 années de drame pour la nation et pour la majorité des Malagasy. Pour Yves Rakoudvou, ancien président du Sénat et ancien chef d'État par intérim, les dirigeants actuels ne font que rééditer les erreurs commises durant la période de transition. Un régime qui facile, des trafics illicites, c'est ce qui fait tout le temps la une des journaux actuellement. Nos richesses sont exploitées illégalement par cupidité. L'État doit réagir contre ces actes. Notre rôle en tant qu'opposition est de dénoncer les faits. Il est honteux de constater cette situation aujourd'hui. J'espère que le régime ne va pas accuser les partis d'opposition dans les trafics de nos richesses qui sont saisis hors de notre territoire national. En tout cas, les 8 années de gouvernance Rajoelina n'ont pas permis de développer le pays comme il l'a promis depuis plusieurs années, et plus particulièrement lors de la dernière campagne électorale. C'est à la population de juger. Elle peut comparer. La société est actuellement brisée, d'autant que les dirigeants sèment la division au sein des partis politiques et parmi les citoyens à travers le pays. Sans oublier la situation économique de plus en plus insupportable et l'inondation qui frappe de nouveau la capitale, conséquence du laxisme sur les plaines d'Antananarivo. Cela démontre que les dirigeants ne sont pas préoccupés par le développement. À 2 ans de la fin de son mandat, l'actuel président de la République n'est pas parvenu à convaincre la majorité de la population à soutenir sa démarche. Les résultats probants se font toujours attendre. Les autorités comoriennes sont convaincues de l'existence d'un réseau puissant de trafiquants des ressources naturelles à Madagascar. Les récents événements le confirment. Il y a 1 an, il y avait le scandale des 73 kilos d'or saisis en Afrique du Sud. Au cours des 2 derniers mois, une dizaine de cargaisons illégales de lingots d'or ont transité par les Comores, mais il a fallu la saisie des 49 kilos d'or à l'aéroport comorien pour que les autorités des 2 pays tirent la sonnette d'alarme. L'attitude de la partie malgache qui a mis la pression sur les autorités comoriennes pour obtenir l'extradition des 2 inculpés et la restitution de la cargaison, en tout cas, interloqué les dirigeants comoriens. Comme pour le cas des lingots d'or retenus en Afrique du Sud, les 49 kilos d'or saisis aux Comores ne seront pas restitués facilement aux autorités malgaches. On se demande actuellement si les 2 inculpés vont donner une piste pour que l'on puisse démasquer les gros poissons. Quoi qu'on dise, des hommes politiques sont impliqués dans cette affaire. Si ce n'était pas le cas, le trafic a déjà pris fin depuis longtemps. Ces trafics à plusieurs reprises montrent que le territoire malgache n'est pas du tout sécurisé
Je fais appel aux hauts gradés des armées. Nous n'allons pas parvenir à contrer les attaques si cela va avoir lieu. Vous devrez changer de mission à compter d'aujourd'hui. Sécuriser les frontières et vérifier les trafics illicites pour que nos richesses restent sur nos terres. 11 cas de trafic illicite d'or provenant de Madagascar ont été recensés par les autorités comoriennes de septembre à décembre 2021 seulement. La justice comorienne soutient qu'un réseau de trafic d'or vers Dubaï est implanté à Madagascar. Ignace Sarandjié-Mamzaf précise que des hommes du gouvernement tentent une diversion afin de détourner l'attention du public. Le processus engagé par la partie malgache ne serait qu'une façade, car depuis, aucun gros poisson n'a été arrêté alors que les trafics sont de plus en plus fréquents. Aucune décision en vue après plus de 2 ans de négociations sur les îles éparses entre les délégations malgaches et françaises. Les pourparlers au sein de la commission mixte ont commencé au palais d'Andafervarach en 2019. Depuis, les rencontres n'ont apporté aucun signe de possibilité de consensus. Une nouvelle concertation aura lieu en France, mais de nombreux acteurs politiques malgaches sont persuadés qu'il s'agit là d'une réunion symbolique. Pour le parti nationaliste Oudjkaf, rien que le simple fait que le ministre malgache des Affaires étrangères, qui va diriger la délégation à la nationalité française, constitue déjà un blocage. La coopération internationale serait le seul moyen de récupérer ces îles. Jusqu'à présent, aucune information sur la réunion du 18 novembre 2019 n'a été publiée. Idem pour le cas de la réunion du CCIVAT le mois de novembre 2020. On peut constater que le gouvernement malgache n'a aucune stratégie de mobilisation pour la rétrocession de ces îles. L'État essaie de soigner son image à travers ce conflit sur les îles éparses, mais l'approche diplomatique des dirigeants semble floue dans cette affaire. C'est une évidence que le régime Andradjuel ne fait qu'essayer d'améliorer son image qui se dégrade en ce moment. Nous craignons qu'une décision ait été déjà prise sur cette affaire, mais que la rencontre qui s'apparente à une pièce théâtrale soit juste maintenue pour faire durer l'illusion. Nous sommes en droit de douter du résultat au vu de la réelle audace que nous montre le gouvernement. Tant que le rapport des forces n'est pas bien clarifié, le débat n'en vaut pas la peine. Pour rappel, 4 îles malgaches reconnues par les Nations Unies comme telles sont occupées de fait par la France. Yuan de Nova, les îles Glorieuses, Europa et Bassadas India ont fait l'objet d'une controverse depuis des années, mais la situation n'évolue pas. Après quelques jours d'intempéries, et surtout après la nuit pluvieuse du lundi 15 janvier, la plupart des bas quartiers de la capitale ont été victimes de la hausse du niveau de l'eau. Le bilan provisoire fait état d'environ 18 000 sinistrés, 10 décès et plus de 2400 lieux d'habitation inondés. Le niveau des 3 fleuves qui traversent Antananarivo a connu une hausse progressive en début de semaine. Une dizaine de communes ont été en alerte et classées zone rouge. Beaucoup de Tananariviens se souviennent des dégâts occasionnés par le cyclone Géraldin en 1998. Actuellement, ce sont les remblais et les constructions sauvages sur des lieux qui devraient faciliter l'évacuation des eaux qui sont montrés du doigt. Dans le même temps, le manque de civisme de la part de nombreux habitants de la capitale aggrave la situation. Au fil des ans, Antananarivo s'est dégradé. Tout le monde a une part de responsabilité dans la situation actuelle. Mais les autorités en place auraient pu anticiper la catastrophe à la suite d'autorisations de remblai accordées au cours des dernières années. Les gymnases d'Ankourjan et de Mahamas n'ont été ainsi réquisitionnés pour accueillir les sinistrés. Les 2 centres d'accueil improvisés ont été cependant très vite saturés. Les conditions de vie laissent à désirer. Les sinistrés s'y entassent sans aucun respect des gestes barrières en cette période d'épidémie. L'air est suffocant. Un nouveau-né de 2 mois a ainsi trouvé la mort le jeudi 20 janvier dans le gymnase de Mahamasan. Un décès lié au manque d'oxygène, selon les résultats des enquêtes menées sur place. Une semaine difficile pour de nombreux habitants des bas quartiers d'Antananarivo. Les sinistrés reçoivent des aides d'urgence, mais le plus important consiste à chercher les moyens de solutionner de façon pérenne ces inondations fréquentes.
L'état catastrophique des routes dans la capitale est à plaindre selon les usagers. Il faut toujours s'y attendre à chaque période de pluie. Ça affecte le quotidien des habitants d'Antananarivo, surtout que les embouteillages se multiplient de plus en plus et restent sans solution. Ce fut le cas récemment à Bandi, où une portion de route en mauvais état a causé durant 2 jours un embouteillage jusqu'à Ambatrouk, Manchese et Analakeli. Ce n'est sans doute pas la priorité pour la commune urbaine d'Antananarivo, selon les usagers. Quelques heures de pluie en une nuit ont causé d'importants dégâts dans la capitale. Ayant constaté et vécu les conséquences de ce blocage, le député élu sous la couleur du parti Tiku Madagascar, dans le 2e arrondissement, Stanislas Randianarsu, a su trouver une solution. Il a tout de suite émené des engins sur place, avec des ouvriers, pour réhabiliter cette portion de route. Il n'est pas ici une question de couleur politique selon ses dires. Seule, l'amélioration du quotidien de la population nous importe, quitte à faire le travail de la commune urbaine d'Antananarivo. Pour certains conducteurs, la perte de temps qui entraîne les embouteillages doivent être solutionnées. Mais pour le moment, il faut faire avec et adapter la vie quotidienne selon ce qui se passe. Surtout que la commune urbaine d'Antananarivo ne parvient pas à résoudre les véritables problèmes de la population. Cette portion de route abîmée aurait pu aggraver la situation sur place si une solution provisoire n'a pas été apportée par le député de l'opposition. Rencontre à la fois conviviale et studieuse pour les membres de l'Association des femmes journalistes de Madagascar à Alassouge. Le métier de journaliste est un métier qui n'est pas facile du tout et qui demande beaucoup de responsabilité, d'initiative et de rigueur. Tel est le comportement des femmes journalistes pratiquement tous les jours. Elles déploient des efforts pour assurer leur mission, malgré leur occupation au sein de leur foyer et de leur communauté respective. La présidente de l'association fondée il y a 5 années déjà et qui a plus de 500 membres en ce moment a mis l'accent sur l'importance de continuer à agir pour le bien de tous les membres, mais aussi pour le bien de la nation. Outre les formations, qui a pour but d'améliorer la qualité du travail des journalistes, le reboisement urbain fait partie des activités des femmes journalistes de Madagascar pour cette année 2022. L'association prévoit de planter 1000 jeunes plantes offertes par l'association Atsim et Avarach. L'association des femmes journalistes de Madagascar est une association qui a déjà vu le jour, qui a déjà existé auparavant, mais qui a été formalisée avec nous, le groupe actuel, le 8 mars 2018. Donc on va sur plusieurs années d'existence là. Et c'est le professionnalisme qui nous guide en général dans l'association. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas évident d'avoir des journalistes professionnels dans leur métier. Donc il s'agit d'améliorer ce professionnalisme avec les femmes surtout. Et être solidaire dans une association, ça facilite en général comment on peut travailler avec des partenaires, comment on peut changer les choses ensemble. C'est surtout cela, c'est cette force solidaire qui guide la femme journaliste. Je ne peux dire si on a des difficultés par rapport aux hommes ou pas. Je pense que l'égalité est là avec la parité femmes-hommes dans le journalisme. Mais la femme, la femme, elle est très responsable, elle est professionnelle aussi et quand elle veut, elle peut.